Si vous ne les connaissez pas encore, allez jeter un petit coup d'œil sur leur site web. L'événement, c'est pas seulement 2 jours. Un événement, c'est, enfin, en tous les cas, l'investissement que tous les gens que vous avez pu croiser, Patrick, Raphaël, tous les autres, tous ces gens, Emmanuel, enfin, c'est des gens qui vivent cette passion techno toute l'année. Ils animent aussi des, des user groups, des groupes d'utilisateurs que vous retrouvez ici et n'hésitez surtout pas à aller voir leur événement, leur planning d'événements pour l'année. Il y a plein de choses à voir puisque vous le savez très bien, Power Platform, c'est extrêmement vivant, ça bouge très vite et c'est aussi la raison pour laquelle justement on parle d'ALM. C'est que toutes vos applications, elles vivent dans des environnements qui, eux, sont voués à évoluer à un rythme auquel Microsoft nous a habitués avec pas mal de mises à jour fréquentes. Donc, c'est sûr qu'il va falloir gérer l'application lifecycle management de tous ces artefacts, de tous ces morceaux. Donc, quand je parle d'application lifecycle management, c'est vraiment, on va essayer de détailler un petit peu ce que c'est, juste pour revenir sur quelques explications, mais j'imagine que la plupart d'entre vous savent déjà de quoi je parle. Je m'appelle Nicolas Georgeau, je suis CEO de MuBrain, ma propre compagnie ici à Québec. Je fais de l'intelligence collective, mais de la vraie intelligence collective. Enfin, en tous les cas, j'espère. J'aime à le penser. Je suis MVP sur Office Server and Application et MCT depuis 3 ans maintenant sur Dynamics 365, enfin une petite partie, et Power Platform, bien sûr. Donc le plus possible. Entre autres, je livre les exam prep pour tout ce qui est PL100, PL200 et PL400 qui arrivent bientôt et qui seront bientôt disponibles chez vous. Donc PL100, PL400, si vous n'avez jamais regardé les certifications sur tout ce qui est Power Platform, jetez un œil. C'est quand même toujours super intéressant d'être certifié. Si vous avez une question après ça, tapotez Twitter, ça va être le meilleur moyen de me contacter. Ngeorgio, sinon je suis sur LinkedIn, sur tout le reste. Enfin, bref. J'ai aussi la chance, l'extrême chance d'être un instructeur LinkedIn Learning. Donc, si jamais vous avez envie de continuer à entendre ma douce voix pendant de nombreuses minutes sur LinkedIn Learning, n'hésitez pas à aller regarder mon profil et vous trouverez quelques formations. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ALM? L'ALM, c'est pas juste prendre des applications et les livrer en développement, c'est un ensemble de choses. On revient sur les sujets de gouvernance que j'ai déjà traités il y a déjà un petit moment sur une session précédente. Si jamais vous n'étiez pas là et si vous êtes intéressé par la gouvernance de Power Platform et comment la démarrer, ben, revenez sur quelques sessions et vous trouverez une session sur les bonnes pratiques et comment démarrer la gouvernance de la Power Platform. Donc, bien sûr, la gouvernance est extrêmement important pour savoir, encore une fois, quels sont vos engagements vis-à-vis de vos utilisateurs. Super important. Et surtout, quand il va s'agir de livrer toutes ces applications et ces nouveautés et ces différentes versions, c'est d'être capable de maîtriser complètement votre cycle de support avec les utilisateurs. Donc, quand on parle de support, on parle bien sûr de l'application, du développement applicatif, gérer ça, c'est un peu plus habituel dans la LM, mais également toute la partie maintenance. Et quand vient le temps de gérer la maintenance, on espère ne pas avoir à gérer le support, mais plutôt gérer les tests utilisateurs, donc tout ce qui est UAT, etc., qui est attaché directement au développement applicatif. Et ça, vous le savez déjà. Donc, à droite, on retrouve plan et préparer et planifier, développer, faire rouler les tests UAT, les tests d'acceptation, le déploiement à gérer, et on va voir comment est-ce qu'on peut l'automatiser. Comment est-ce qu'on peut opérationnaliser tout ça? Donc ça, c'est toujours la partie la plus compliquée dans la fin d'un projet. C'est quitter le projet pour passer en opérationnel. Et bien sûr, toujours indispensable, parce que tout ça ne sert à rien si vous n'êtes pas capable de monitorer. Monitorer et c'est quoi? Comment est-ce qu'on traite la boucle de rétroaction? Tout ce qui est feedback, comment est-ce qu'on les gère? Donc, comment est-ce qu'on apprend sur cette partie-là? OK, mais au niveau Power Platform, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? Ben, Power Platform, vous le savez, on essaye de garder. Microsoft aimerait nous faire croire que c'est consistant tout ça, que c'est une belle plateforme avec tout est propre, consistant à l'intérieur, mais c'est plein d'artefacts différents, plein d'éléments différents, des composants. Ces composants, vous allez les retrouver directement à l'intérieur de la Dataverse, donc la fameuse Common Data Service Database, puisque oui, l'ALM, qui dit ALM, dit forcément l'utilisation de Common Data Service,
qui va permettre de gérer toutes les métadonnées associées à vos composants. On s'entend que permet de faire le CDS, le Common Data Service, le Dataverse, Database, c'est de pouvoir gérer justement toutes ces métadonnées qui sont associées à l'intérieur de vos composants. Donc, c'est vraiment très important. Et ça va permettre de conserver, de stocker tous les artefacts qui vont être nécessaires au fonctionnement de votre solution. Donc là encore, j'en parlais dans la gouvernance, n'hésitez pas à vous appuyer sur un glossaire quand vous présentez, quand vous mettez en place votre ALM, parce que tout le monde n'utilise pas forcément les mêmes termes pour désigner les mêmes affaires. Donc attention à ça. Solution, bien sûr, tout est centré sur la solution. Si vous n'avez jamais entendu parler de solution, il est temps de réviser vos classiques parce que la solution à l'intérieur de Power Platform, c'est ce qui va vous permettre de justement créer un conteneur dans lequel vous allez pouvoir conserver tous les éléments constituant votre application. Et bien sûr, on va parler aussi du source control parce que ce dont on va avoir besoin, c'est de conserver le code qui va être nécessaire à ma solution dans un repository quelque part. Donc, quand on parle de source control, aujourd'hui, on parle de GitHub, beaucoup, de Git, mais auparavant, on parlait de TFS, par exemple, ou d'autres solutions qui peuvent exister. N'importe quoi qui va permettre de gérer le stockage, mais aussi le cycle de vie de tout mon code, la documentation, par exemple, tous les commentaires, la gestion du support, etc., etc., toutes les fonctionnalités qui sont amenées par GitHub, entre autres, et qui fait que GitHub, aujourd'hui, est une plateforme en tous les cas, une très belle plateforme pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc, je recommande en tous les cas fortement GitHub et l'investissement que Microsoft réalise dans GitHub semble démontrer que c'est par là qu'il faut regarder. Donc, très, très important que vous sachiez ce que sont les solutions. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas rentrer dans le détail ici des solutions. J'imagine qu'il y avait d'autres solutions, d'autres sessions qui en parlaient. Et donc, je vous recommande d'aller regarder de ce côté-là. Mais, en gros, c'est un package. Le package, il va englober plusieurs composants. Ces composants, ils vont avoir chacun des cycles de vie différents. Vous êtes tous très bien placés pour savoir que je vais devoir, par exemple, livrer des patchs ou livrer des mises à jour sur certaines parties du composant ou la partie complète ou la totalité de ma solution. Donc, je vais devoir être capable de gérer ça. La solution permet de faire ça. Pourquoi est-ce que je suis très confiant avec cette solution? C'est parce que Power Platform, pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous découvrez, mais pour tous ceux qui viennent de Dynamics 365 ou de Dynamics, c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps dans l'environnement AX, par exemple. Donc, n'oubliez pas que, ou dans CRM, pardon, n'oubliez pas que tout ce qui arrive aujourd'hui dans Power Platform n'est jamais qu'une évolution et une modernisation de la plateforme Dynamics, justement, dans la partie online. Donc, voilà. C'est la raison pour laquelle aussi on parle d'environnement. Parce que quand on parle de Dataverse ou de Common Data Service Database, forcément, on parle d'environnement. Puisque une seule database peut être présente par environnement. Donc, à chaque fois que vous allez construire un environnement, vous aurez la possibilité ou non de créer une base de données Dataverse. Parce que j'ai dit ou non, parce que certains environnements ne nécessitent pas la mise en place d'une Common Data Service Database. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Là encore, revenez à vos basiques. Common Data Service Database, Dataverse, comment est-ce que ça fonctionne? En arrière de Dataverse, on a ce qu'on appelle un Common Data Model. C'est-à-dire que le Common Data Model arrive avec un modèle de données prédéfini, avec des tables, des champs qui sont déjà prédéfinis dans un modèle que Microsoft tend à partager largement avec d'autres partenaires. Donc, documentez-vous, regardez sur Internet, mais en tous les cas, cette partie-là, elle est super intéressante parce qu'elle permet de développer des applications qui, aujourd'hui, sont consistantes avec d'autres solutions du marché, entre autres SAP. Donc, si vous avez des partenaires qui, aujourd'hui, développent du SAP, ou mettent en place des infrastructures SAP, et qui veulent continuer à utiliser des applications qu'ils avaient dans Dynamics, ou même continuer à interagir avec l'environnement Microsoft 365, évidemment, Power Platform, this is the place to be. Donc, les environnements, vous le savez comme moi, probablement même mieux que moi, il en existe plusieurs variétés, plusieurs sortes, et c'est important de savoir jusqu'où on peut aller dans l'ALM. Donc, j'ai des environnements de type sandbox, qui sont les environnements qui vont me permettre, par exemple, de monter très rapidement un environnement de test pour pouvoir mettre à jour ma base de données, la version de
de ma Dataverse et de pouvoir tester mes différentes applications avant de dire ou non si j'ai besoin de développer des patchs. Ça va être hyper important. Parce que vous le savez, et j'en parlais dans la session de la gouvernance, vous avez 2 vagues de mise à jour par an dans la Power Platform, et donc dans l'environnement Dynamics qui est forcément rattaché. Donc, 2 fois par an, octobre et avril, vous avez 2 livraisons de vagues de mise à jour Power Platform. Et cette base de données, elle va être également mise à jour. Cette base de données, il est important de faire le suivi de cette base de données. Donc, Sandbox, vous pouvez démarrer automatiquement un environnement. Chose intéressante dans la LM, pensez que plus tôt vous aurez la dernière version de la mise à jour de la base de données qui sera disponible, plus tôt vous pourrez lancer vos tests. Donc, c'est toujours intéressant, d'un côté Sandbox, en tous les cas, de planifier votre stratégie Sandbox et de regarder dans quelle région dans le monde les mises à jour sont appliquées en premier. Bon, je ne vais pas vous faire languir très longtemps. Vous le savez déjà, les applications sont disponibles en priorité aux États-Unis. Donc, si vous avez une stratégie à mettre en place en termes de tests et de validation, sans avoir évidemment les données de production qui pourraient s'y trouver, mais votre jeu de test et votre jeu de validation doit pouvoir être déployé dans une région qui pourrait vous faciliter, par exemple, la possibilité, la mise à disposition de cette base de données, quelquefois 3-4 semaines avant qu'elle arrive dans son déploiement régional en France. Donc, faites attention à ça, c'est un détail, mais 3-4 semaines dans l'ALM, ça peut être important, ça peut faire une différence. Bien sûr, les applications, enfin les environnements de production, vous les connaissez tous, c'est là que les opérations arrivent. Là, problème de gouvernance par rapport aux données at rest, faites attention aux régions dans lesquelles vous êtes déployés. Le développeur community, super important, si vous n'avez jamais regardé cet environnement-là, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne savez pas où ça se trouve, il suffit tout simplement d'aller dans Power Apps, d'aller sur le pricing, ici, la page pricing tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, vous trouvez des ressources avec normalement le Power App for Free qui se trouve ici, Learn More. Vous allez être redirigé vers le Community Plan. Ce que fait le Community Plan, c'est qu'il met en place un environnement développeur dans votre tenant. Cet environnement développeur, il est limité uniquement à une personne. C'est-à-dire que c'est que vous qui allez pouvoir l'utiliser. Mais par contre, il n'y a pas de limitation. Vous allez pouvoir utiliser toutes les applications à l'intérieur. Donc, c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour vos développements. Et l'avantage, c'est que chacun peut avoir cet environnement Community Plan dans chacun des tenants. Donc, mettons, vous êtes un consultant, vous travaillez pour plein de compagnies différentes, mais à chaque fois, vous avez des projets de développement pour chacune des compagnies. Eh bien, vous allez avoir un environnement de développement dans chacun des tenants, associé à chacun des tenants. Super pratique. Donc ça, pensez-y, ça vous permet d'avoir cet environnement développeur qui va apparaître dans vos environnements. Autres environnements qui arrivent et qui sont importants, donc le default, je ne vais pas m'étendre là-dessus, rattaché directement à Microsoft 365, c'est là que toutes les applications, tous les artefacts qui viennent Power Apps de SharePoint, par exemple, quand on crée une application Power Apps ou quand on crée un Custom Forms dans SharePoint, automatiquement, ça vient se conserver dans le default. C'est ça qui va servir. L'avantage du default, c'est que tous les utilisateurs de votre tenant ont un rôle de maker à l'intérieur. Mais dans les autres environnements, vous allez pouvoir les dédier ou gérer les permissions et dire, par exemple, j'ai seulement les utilisateurs de sales qui vont avoir accès à tel environnement. Alors que dans le default, tout le monde de votre tenant, toutes les personnes qui sont dans votre Azure Active Directory associées à votre tenant vont être au moins maker dans ce rôle-là et associés de manière automatique. Trial, 30 jours que vous pouvez renouveler une fois, peut-être même plus, je ne sais même plus. Mais très pratique parce que ça, il y a une nouvelle vague qui est annoncée, vous ne connaissez pas les nouveautés, je vais démarrer un trial, je regarde à quoi ça ressemble, j'arrête le trial, je le décommissionne, c'est facile. Donc ça, c'est super pratique. Le Teams, ça c'est le petit nouveau qui vient d'arriver, donc directement attaché au Project Oakdale. Donc tout ce qui est, dès que vous utilisez et vous créez une application Power Apps dans un Teams, automatiquement, Power Platform crée un environnement pour vous, pour conserver cette application et les tables de la Dataverse qui pourraient être les tables qui pourraient être créées. Voilà, donc tout ce dont vous avez besoin pour l'application Teams, que ce soit un Flow, que ce soit un Power Apps, que ce soit un Power Virtual Agent, n'importe quoi, ça va se créer directement dans Teams. Et fort à parier que ça va beaucoup être utilisé dans les prochains mois. Mais ça, en termes de gestion, il y a un gros travail à faire là-dessus parce que vous allez vous retrouver avec
tous les environnements Teams qui vont arriver dans votre environnement Power Platform. Donc, c'est un peu compliqué à gérer. Sandbox, le gros avantage, je reviens là-dessus, il a exactement les mêmes propriétés que la production, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sauvegarder, remettre à zéro, tout ce qui est copie, mettre à jour l'environnement, même faire comment dire, demander à passer l'environnement de Sandbox à production. Donc tout ça, ça sera possible. La particularité de Teams, d'être capable de pouvoir basculer votre environnement de Project Out There, donc limité, mais vers une version complète de Power Platform Environnement en faisant un upgrade de l'environnement Teams. Donc ça c'est d'ores et déjà possible dans vos environnements. Autre chose très importante quand il s'agit de parler d'ALM, définir votre stratégie de branche. Parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Et là encore, c'est un peu comme le glossaire, c'est qu'il faut vous entendre sur la façon dont ça fonctionne. Surtout quand il s'agit de livrer en pâture un repository avec plein de choses où les développeurs vont être super contents de travailler avec. Je suis désolé, hein, j'en choque certains parce que beaucoup d'entre vous sont développeurs, j'imagine, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas développeur. Je suis le gars en arrière qui essaye de supporter tout ça. Donc, attention à bien définir quelle est votre stratégie de branche. Mais ça, si vous êtes développeur, c'est un peu le basique. Mais tout le monde, encore une fois, ne fonctionne pas de la même manière. C'est quoi votre stratégie et la stratégie que vous allez mettre en place dans votre repo? Donc, vous avez un petit lien en bas de la page qui vous renvoie vers la référence docs.microsoft.com parce que je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais vous voyez ici, par exemple, que vous avez une branche principale, évidemment, vous avez tout ce qui est le servicing qui est en arrière, les branches où on va pouvoir développer des hotfix avec les différents stages et puis les différentes releases qui vont apparaître. Donc ça va dépendre de la stratégie que vous voulez mettre en place. Ça peut devenir très complexe ou essayer de la simplifier au maximum. Donc, mes fameuses solutions, ce sont les fameuses solutions qui vont contenir toutes les custom tables, toutes les métadonnées sur les composants qui vont se trouver à l'intérieur. Bien sûr, la plupart des composants peuvent s'y trouver, pas tous, pas encore. Il y a peut-être quelques limitations. Et c'est utilisé pour être packagé et déployé dans les différents environnements. Bien sûr, tout ça, vous pouvez le faire, comme toujours, manuellement. C'est-à-dire que vous allez dans l'environnement Power Platform Admin Center, ou non, pardon, dans le make.powerapps.com, vous allez dans Solutions. Donc, hop, si je vais dans mon Make, Power Platform, si je vais dans mes solutions, et que je regarde les différentes propriétés qui sont associées à mes solutions, je vais pouvoir faire tout ce que peut faire une solution, c'est-à-dire faire un patch, développer une solution, etc. etc. C'est-à-dire que physiquement, la solution est déjà prête pour ça. Nous, tout ce qu'on va essayer de faire avec l'ALM, c'est définir comment on va justement, c'est quoi le cycle et l'utilisation de ces différents objets, ces différentes applications, pardon, ces différentes étapes. Et comment est-ce qu'ensuite on va pouvoir l'automatiser? C'est toute la question. Donc, c'est en détail, en tous les cas, vous voyez que dans une solution, j'ai créé une solution ici de base. Vous avez la plupart des éléments qui composent aujourd'hui Power Platform que vous pouvez associer directement à votre solution. Des data flows, il y a vraiment à peu près tout, là, des custom API, des librairies de composants, même, y compris, même si c'est encore en preview, etc., etc. Donc tout ça va venir s'ajouter directement à la solution. On peut également, dans certains cas, ajouter des éléments déjà existants. C'est-à-dire que j'ai, mettons, un environnement que j'ai déjà déployé. Je n'ai pas forcément créé de solution pour l'instant, mais je viens d'identifier que cette application devient business critical parce que beaucoup d'utilisateurs l'utilisent dans ma compagnie. Donc, je veux faire migrer ces composants vers une solution pour pouvoir ensuite gérer cette solution et voire même automatiser son déploiement. Donc, première étape, je vais construire une solution associée à un nouveau publisher. Donc, c'est très important quand vous créez une solution d'avoir ce publisher parce que le publisher, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préfixer chacun de vos composants avec un certain préfixe défini au niveau de la création du publisher. Vous le savez déjà si vous avez déjà utilisé ça. Et donc, vous allez pouvoir glisser les applications déjà existantes dans votre Power Platform vers une solution si ça n'a pas déjà été fait. Dans la plupart des cas, c'est possible. Dans certains cas, il y a des solutions. Très important, si jamais vous n'avez jamais utilisé les solutions, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, de comprendre la différence qu'il y a entre manage et unmanage. Unmanage, en gros, tout ce qui est développement. Donc, vous pouvez continuer à jouer dans le code, changer les composants, modifier les composants sans devoir
faire des livraisons. Donc, vos développeurs vont pouvoir continuer à s'amuser tranquillement. Et ça apparaît, par exemple, quand vous faites un export de votre solution ici, une fois que vous avez fait rouler les différentes checks, eh bien, vous allez avoir ici la possibilité d'exporter soit en managé, soit en unmanaged. Donc, manage, la solution va être packagée, mais tous les éléments vont pouvoir être dissociés finalement ou dissociables. Et manage, ben, c'est ce qu'on va utiliser en production. Je prends mon package, je vais livrer tous les artefacts, tous les composants en manage. Et le manage, ça veut dire en gros que si jamais je veux retirer cette solution ou mettre à jour cette solution dans l'environnement de production, eh bien, c'est la totalité de la solution qui va être gérée et donc gérée, managée de manière uniforme. Donc, c'est ça la différence entre manage et unmanage. C'est que d'un côté, c'est vraiment géré par le système et par la gestion du packaging, et du côté unmanaged, ça ne sera pas géré. Y compris, ce qu'on va retrouver dans les fameuses solutions, c'est, si vous ne connaissez pas encore, c'est tout ce qui est la partie PCF. Donc, les Power Apps Component Framework, donc tous ces composants qu'on peut déployer ou développer. Je n'ai probablement pas été le seul à vous en parler pendant ces 2 jours. Vous connaissez déjà les composants qu'on peut créer dans Power Apps, ou même une application Power Apps entière. Je peux passer par l'écran Power Apps pour créer ces éléments-là, mais je peux aussi aller dans mon code, dans mon Visual Studio, et directement créer ces différents composants de manière programmatique. Donc, ça peut être des plugins, ça peut être tous les éléments que je retrouve dans mes applications que je peux aller directement développer dans du Visual Studio. Je peux en avoir besoin, par exemple, pour créer des règles d'affaires parfois. Certaines business rules peuvent être intégrées ou implémentées au travers des business rules de Common Data Service ou au travers des différents workflows ou flows, ou etc. Mais quelquefois, il faut aller plus loin et aller chercher des plugins pour pouvoir faire certaines choses. Donc, le PCF, c'est quelque chose qui va vous permettre de justement livrer ces composants. Et le PCF vient avec un ensemble de packaging qui est associé à la solution. On parle de la même chose. Donc, tout ce qui est logique de instance de création du PCF avec la totalité des éléments que vous allez trouver à l'intérieur, l'utilisation de NPN pour pouvoir créer votre librairie et mettre les différents éléments de base qui composent votre solution, et commencer à builder votre solution. Une fois qu'elle est buildée, j'intégrer les références dans mon PCF et je vais faire un build de mon PCF pour pouvoir livrer ma solution et pouvoir ensuite l'intégrer dans mon environnement. Donc, c'est grosso modo ce qu'on va faire avec PCF et les différentes applications, les différents outils qui sont à votre disposition. Le Packager, le Solution Packager, enfin toutes ces applications-là qui viennent vous aider pour ça. Vous voyez qu'on vient de quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps et qui est quand même bien maîtrisé par Dynamics et par les gens qui développaient en Dynamics auparavant. Donc, manage, unmanage, ça permet de faire tout ce qui est update, patch, upgrade, tout ça, c'est géré. Quelques limitations avant d'aller plus loin. Attention au flow et surtout à la façon dont vous allez utiliser les flows. Si vous voulez gérer un bouton Canvas App qui va déclencher un flow, eh bien, il va falloir d'abord ajouter le Canvas App, par exemple, dans la solution, avant de pouvoir créer et ajouter le bouton qui permet de démarrer le flow. C'est des petites affaires comme ça, là. Donc, il y a tout un ensemble de limitations. Si vous cherchez Solution Limitation, vous allez trouver le docs.microsoft.com qui fait référence à tout ça. Super important, parce qu'on l'utilise beaucoup, et j'ai beaucoup de clients qui sont embêtés avec ça. Le connecteur utilisé aujourd'hui par SharePoint ne permet pas d'être intégré dans une solution. Donc, tous les flows qui sont connectés à une liste SharePoint ne peuvent pas être intégrés dans une solution. Et ça nous pose de sérieux problèmes. Donc, Microsoft travaille actuellement très fort là-dessus. J'ai bon espoir pour qu'on ait très rapidement une solution pour pouvoir intégrer sur la base d'un nouveau connecteur ces solutions directement, enfin ces workflows directement dans nos solutions. Tout ce qui est les flows qui sont justement démarrés par les applications 365, donc Excel, particulièrement Excel, parce que c'est vrai que c'est le fun de démarrer un flow directement depuis Excel qui va automatiser tout un tas de choses à l'intérieur de mon fichier Excel. Il y a des limitations là-dessus. Donc, les flows qui sont créés à travers des solutions ne vont pas apparaître dans les Teams, etc. etc. Bref. Les custom connectors, vous pouvez avoir certaines limitations également. Donc, pour pouvoir automatiser tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser Azure DevOps. J'ai des outils dans Azure DevOps qui vont me permettre de faire beaucoup de choses. La première chose que permet de faire Azure DevOps, c'est déjà de pouvoir définir, encore une fois, ma stratégie d'Application Lifecycle Management.
Parce que Azure DevOps, si vous n'êtes jamais allé dedans, c'est un ensemble d'outils. Ce n'est pas juste un outil tout seul. Dans Azure DevOps, vous allez retrouver le repository. Donc, on va créer un projet avec un repository associé, donc n'importe où, dans GitHub ou dans TFS, bref. Vous créez votre repository, c'est là où vous allez conserver tous les éléments, tous les composants de votre solution. Ensuite, dans ce repository, vous allez l'utiliser et vous allez essayer d'automatiser en utilisant les pipelines de Azure DevOps. Donc, c'est là où on va commencer à aller dans le paramétrage du pipeline pour pouvoir automatiser je prends le paquet d'un côté, je l'exporte, je vais le conserver dans Azure, dans mon repository, et je vais ensuite utiliser ce repository comme référence pour déployer ça vers mes autres environnements. C'est exactement ce qu'on essaie de faire ici. Donc, ce qu'on va faire très basiquement, en gros, c'est qu'on va prendre j'ai ici un environnement de développeur, donc qui est mon développement community ici. J'ai une solution NewBrain à l'intérieur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pour la pousser vers mon environnement trial que je vais pouvoir utiliser pour faire du UAT, admettons. Donc, c'est globalement ce que je vais essayer de faire ici. Donc, encore une fois, je prends ma solution, tout ce qu'elle contient, je la package et je l'envoie là-bas. On peut faire tout ça directement en PowerShell. Vous allez directement dans Azure CLI et PowerShell. Vous pouvez faire toutes ces commandes-là manuellement. Tout ce pipeline, tout cela, vous pouvez le faire manuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser Azure DevOps pour justement automatiser ça. Donc, là encore, il faut définir ce que vous voulez faire. Là encore, ça rentre dans l'engagement de service. C'est-à-dire que si vous avez une nouvelle version de la solution qui arrive, vous devez vous engager dans les SLA, dans les fameux engagements de service. En combien de temps, par exemple, vous allez livrer l'application? Donc, il faut définir tout ce cycle de vie-là. Donc, cette slide, elle est disponible sur le site de Microsoft. Vous pouvez l'utiliser comme référence. Donc, c'est vraiment du moment de l'initialisation de mon DevOps, définir toutes les différentes étapes et vous engager sur non seulement le timing, mais sur la qualité à chaque fois que vous allez apporter et le support que vous allez apporter à chacun des acteurs qui vont intervenir. Donc, ça va être vraiment provisionner l'environnement, déployer les dépendances, donc aller chercher les sources dans le repo, importer la solution. Donc, ça va être la première partie. Vous voyez, on peut même aller jusqu'à la création de l'environnement, y compris pour faire des tests unitaires ou les tests de non-régression sur une application. Parce que la beauté d'Azure DevOps, uniquement ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est le pipeline, mais en arrière, bien sûr, il y a tous les tests. Donc, tous les tests unitaires et tous les tests qui vont être réalisés par vos utilisateurs peuvent être gérés directement aussi depuis DevOps. Et c'est l'intérêt de cette solution. Donc, la deuxième grosse étape, ça va être le build, où je vais faire rouler les tests unitaires. Je vais utiliser, bien sûr, le Solution Checker qui est fourni par défaut dans Power Platform. Ce Solution Checker, il va permettre, entre autres, de m'assurer que tous les composants à l'intérieur de ma solution répondent bien aux normes que Microsoft a mises en place, les prérequis que Microsoft a mis en place. Donc ça va permettre d'utiliser le Run Checker, de faire un export de ma solution et de le faire un unpack dans mon repository. Donc je vais pouvoir directement prendre la solution avec les différents éléments et stocker ça dans mon répertoire. Une fois que c'est dans le répertoire, le gros avantage, c'est que n'importe qui peut y aller, y compris avec les outils de développement habituels. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les outils Power Platform. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser directement le code qui se trouve dans votre repository pour faire du flow avancé, par exemple. Donc, je vais pouvoir manipuler le JSON, être capable d'aller beaucoup plus loin dans les interactions ou dans les connexions aux services, si jamais je veux me connecter à un service externe au travers des connecteurs, des custom connectors. Donc, ça va me permettre d'aller beaucoup plus loin. Bien sûr, il reste après la dernière étape, le releasing, donc gérer la livraison de tout ça, où je vais devoir faire, encore une fois, mes tests unitaires. Je vais faire un packaging de ma solution, faire mon solution checker, envoyer ça dans un manage, donc prendre ma solution et l'envoyer en manage, et importer ça dans le nouvel environnement et le déployer directement dans l'environnement. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire donc directement avec la dernière étape ici, qu'on essaie d'automatiser un maximum. C'est beaucoup, beaucoup d'étapes. Qui parle d'automatisation parle de gagner du temps, bien sûr, mais surtout, et surtout, d'ailleurs, de fiabiliser votre processus. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'ALM. Fiabiliser. Donc, keep it simple,
partez simple et puis itérez sur ce processus-là. Donc, à haut niveau, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on essaye de faire, c'est DevOps projet. On va créer un projet avec Azure Pipeline qui est déjà dedans, bien sûr. On va installer les outils. Donc, il y a deux outils, enfin, il y a un outil à installer, le Power Platform Build Tool Extension. Après, ça va dépendre du repository que vous allez utiliser. Si vous utilisez TFVC comme repository, bien sûr, il faudra installer l'extension. Ensuite, il va falloir aller créer les connexions. Donc, ça va dépendre si jamais, par exemple, vous utilisez de MFA sur vos environnements. Parce que dans votre tenant, dans votre grande maison, là, d'ailleurs, ça se trouve, vous avez plusieurs tenants. Ça, c'est encore une autre affaire. Mais ça, c'est possible aussi. C'est un scénario qui est pris en compte. Donc, mettons que vous avez votre tenant. Dans votre tenant, vous avez plusieurs environnements Power Platform qui sont rattachés donc à votre tenant principal, donc à votre Azure Active Directory. Et lui, il va falloir expliquer au pipeline que je vais avoir le droit de réaliser certaines opérations avec certains droits, certaines permissions. Donc, cette élévation de privilège, il va falloir la définir au niveau de votre Azure Active Directory et des applications, les différentes connexions qui vont être possibles. Ensuite, il va falloir que je crée mon pipeline. Comment est-ce que je vais pouvoir créer mon pipeline? Donc ça va permettre, entre autres, de faire tout ce qui est synchronisation des solutions. On va générer les builds, on va déployer, enfin bref, tout ça, ça va être possible. Et surtout, l'utilisation de tous les outils qui sont disponibles dans la Power Platform, particulièrement le App Checker. Donc lui, App Checker, petit tips au passage, c'est aussi celui qui est utilisé pour valider une solution si vous voulez pousser une solution de votre environnement vers App Source et que vous voulez proposer une application dans le catalogue applicatif de Microsoft. N'importe quelle application, si elle est business critical chez vous, elle peut avoir de l'intérêt à l'extérieur. Je ne m'étendrai pas là-dessus encore une fois, mais ça peut être un changement majeur dans le plan d'affaires, le business plan de votre compagnie. Donc, ça peut être à envisager aussi parce que certaines de vos données ou certains de vos process peuvent faire gagner du temps, beaucoup de temps, à d'autres personnes à l'extérieur. Ceux qui le savent, ceux qui me connaissent déjà, savent que je suis un gros feignant. Donc, comme je suis très feignant, eh bien, je m'inspire de ce que font les autres parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement brillants, comme par exemple Dylan, qui a, entre autres, il n'est pas tout seul, mais Dylan qui a mis à jour un repo dans GitHub qui permet d'automatiser la mise en place de tout le tooling. Donc, tooling, ça c'est un terme que je déteste employer parce que je ne suis pas développeur, mais tooling, c'est faire référence à tous les objets justement que vous allez devoir mettre en place, tous les frameworks que vous allez devoir mettre en place, mais surtout maintenir à jour. Et ça, c'est un cauchemar. Alors, c'est sûr que Chocolatery, tous ces outils vont vous permettre de maintenir à jour votre tooling, mais c'est toujours un peu un cauchemar de gérer ça, particulièrement quand on n'est pas développeur et qu'on est tanné par tout ça, enfin qu'on est ennuyé par tout ça. Donc, je m'inspire de ce que font les autres. Il y a un super repo que je ne peux que vous recommander, que je vous partage ici. Donc, le repo, ce qui permet de faire, c'est de totalement automatiser le provisioning, donc de tous les outils. Donc, c'est tout simple. Vous avez juste à faire un téléchargement du code. Vous allez obtenir un beau fichier zip. Vous faites un unzip sur vos solutions. Et ça, c'est génial parce que dans vos plateformes, dans votre dans votre ALM, vous devez aussi planifier la préparation des environnements, la préparation d'un poste de développeur, tout ça là, être sûr que les gens utilisent les bonnes versions, etc. Ça, c'est super important. Et ça, c'est le genre d'outil qui va vous permettre aussi de gagner du temps et de fiabiliser la manière dont les machines vont être déployées. Pourquoi ne pas faire rouler ce script PowerShell directement après la création d'une machine virtuelle pour permettre directement la disponibilité d'un environnement de développement dès que vous avez un développeur qui arrive dans votre compagnie? Pourquoi pas? Donc ça, c'est justement tout ce qu'on peut essayer de faire, tout ce qu'on peut essayer d'automatiser. Super basique. Franchement, le travail de ces gens-là est vraiment fabuleux. J'essaie de temps en temps de remonter des petites issues, là, mais ça roule vraiment super bien. Si jamais vous avez des problèmes avec ça, vous avez des besoins, remontez les besoins à Dylan. Il est super disponible et il se fera un plaisir de vous aider. Donc, à quoi ça ressemble? Une fois qu'on a fait rouler notre super script PowerShell ici, qui va rouler pendant plein de belles minutes pour pouvoir, premièrement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à vos différents environnements. Il va aller sur Azure Active Directory. Il va aller dans votre tenant Azure Active Directory. Il va provisionner les différents connecteurs. Donc, il va créer les connecteurs
en mettant les bonnes permissions. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir les connecteurs dans Azure AD, mais il faut que les utilisateurs qui sont utilisés pour cette authentification-là aient les bons droits dans les environnements Power Platform que vous avez en arrière. Ça, il va le faire pour vous aussi. Donc, il va mettre en place et mettre à jour les permissions de vos utilisateurs dans les environnements. Une fois que ça, c'est fait, il va ensuite directement vous dire, OK, c'est quoi ton environnement de développement et c'est quoi ton environnement où tu veux le livrer. Donc, il va vous... C'est vraiment basique, là, il vous permet de créer votre premier pipeline finalement. Donc, il va vous demander les deux. Ce qu'il va faire en arrière, automatiquement, c'est qu'il va vous créer dans votre DevOps, donc je vais revenir un peu plus haut ici, dans mon DevOps, pour ceux qui découvrent un peu ça, là, mais je vais aller vite parce que ce n'est pas supposé, là, normalement. Donc, vous avez, comme dans tout environnement DevOps, ça c'est vraiment un truc de trial, un truc de test, vous avez votre projet principal, vous allez définir un projet, qui est par exemple le projet de développement d'une application de vente ou quoi que ce soit. Donc, j'ai mon projet Enterprise Brain ici, dans lequel je vais vouloir déployer plusieurs applications. Dans ce projet, je vais créer plusieurs repos, un ou plusieurs repos. Je vais avoir par exemple un repo principal ici que je vais créer et qui est attaché directement à un GitHub. Et je vois ici mon repo qui a été donc créé directement par le script avec une référence, avec une structure de référence qui va me permettre de mettre en place certaines règles de bonnes pratiques et de bonnes habitudes pour les développeurs. Donc, il va créer automatiquement ce repo avec tous mes objets dont je vais avoir besoin. Ensuite, ça, c'est ma référence. Donc, ce qu'il va faire, c'est que il va aussi aller setter ce qu'il faut avec la solution complète directement dans mon environnement de développement. Donc, il va se connecter directement à mon environnement de dev. Il va aller dans MuBrain. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller directement créer une solution ici, MuBrain, dans laquelle, moi, par exemple, je vais commencer ensuite à ajouter mes différents artefacts. Donc, je vais ajouter mes différents objets, migrer mes applications, si jamais elles existaient déjà avant. Je vais les attacher directement dans ma solution. Une fois que c'est fait, la seule chose que j'ai à faire après, c'est manuellement de faire l'exportation de cette solution dans mon repository. Mais là, je vais utiliser le pipeline qui est fourni automatiquement par le script. Le script, lui aussi, met automatiquement en route le pipeline qui va prendre directement ce package-là et qui va chercher à automatiser le pipeline pour le livrer dans l'environnement de destination. Donc, dans mon pipeline ici, je vais trouver les différents pipelines qui existent. Là, par exemple, j'en ai un sur lequel ça ne s'est pas bien passé, par exemple. Donc, il va mettre en place directement le pipeline. Si jamais je voulais créer moi-même mon propre pipeline, donc je vais ouvrir celui-ci juste pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que je vais après manquer de temps en ça. Donc, un pipeline, c'est juste une feuille de route. C'est juste ligne par ligne, qu'est-ce que je vais demander à mon pipeline de réaliser. Donc, il va devoir, par exemple, se connecter aux différents environnements. Donc, je vais définir mes variables, définir ici mes différents stages avec mes différents réglages et tout ce que je vais devoir faire. Donc, je vais installer mon toolkit, le NuGet toolkit ici. Ensuite, je vais aller faire mon install npm. Je vais faire le cache de mes packages npm. Je vais faire mon package deployer, le prep de mon package deployer. Bien sûr, je vais faire le build de ma solution, et etc., etc. Vous voyez même qu'à la fin de ces stages, vous avez donc le deployment staging ici avec les différentes étapes qui vont être réalisées pour le déploiement cette fois. Et ensuite, j'ai même ici encore avec des commentaires la partie test, parce que dans DevOps, je peux aussi automatiser le déploiement des tests unitaires qui vont être associés à ce projet. Si jamais je veux modifier mon pipeline, la façon dont je peux le faire ici, je peux définir mes tâches. Si je vais lister mes différentes tâches ici, je vois que j'ai différentes tâches qui sont disponibles dans mon pipeline et qui vont me permettre, par exemple, de faire un backup de mon environnement, de faire une copie de l'environnement, de faire une création, un delete, de faire un deploy package, export solution, import solution. Donc, tout est disponible ici et vont me permettre de définir comme ça mes différentes étapes. Avant de pouvoir faire ça, l'étape initiale, c'est bien sûr d'avoir installé l'extension Power Platform. Donc, vous allez devoir ici venir dans le Marketplace, aller chercher Power Platform et installer le Power Platform Tool, l'extension Toolkit qui va s'installer directement dans DevOps. C'est cette extension qui va vous apporter tous ces objets qui vont être disponibles ensuite dans DevOps. Une fois que c'est fait, il suffit juste de retourner dans votre pipeline, de mettre à jour vos différentes solutions ici, et de définir bien sûr dans votre pipeline
comment votre pipeline va rouler, quoi. Donc, je vois ici que j'ai des erreurs. L'avantage d'utiliser DevOps Pipeline, c'est que j'ai toute la partie troubleshooting de mon pipeline qui est disponible directement depuis Azure DevOps. Donc, je vais pouvoir en détail regarder ici qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé à l'intérieur de mon pipe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à faire retrain. Et je peux faire ici un rerun uniquement des jobs qui se sont trompés, qui se sont plantés. Donc, je vais pouvoir détailler, enfin, venir ici dans le log, utiliser le log de mon pipeline pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur exactement ce qui s'est passé. Là, je vois que je viens de relancer. Donc, pour l'instant, le build n'a pas encore démarré. Il va reprendre l'étape là où il s'était arrêté auparavant et puis il va continuer les différents jobs. Je vois que, par exemple, j'ai mon build job qui va rouler ici. J'ai les détails qui vont apparaître. Donc, vous voyez que j'ai, grâce à Pipeline, la possibilité de vraiment descendre très, très loin dans y compris l'analyse en temps réel de ce qui va se passer dans mon pipeline. Je vois que petit à petit, toutes les étapes vont apparaître ici et vont me permettre de débugger l'ensemble de mon application lifecycle sur la partie building, déploiement, et y compris jusqu'au test. Donc, c'est vraiment une plateforme extrêmement complète que je vais pouvoir utiliser. Pour ceux qui ne l'avaient jamais vu encore, documenter, regarder, regardez comment ça se passe. C'est vraiment très, très bien documenté sur la docs.microsoft.com. Il y a également, je vous donnerai tout à l'heure, quelques endroits où vous pouvez continuer à apprendre comment mettre en place un pipeline par défaut et continuer à vous former sur cette partie-là. Extrêmement important, en juste une minute, le ALM va être un bon processus à réfléchir à mettre en place, mais ça vous prend de la gouvernance. Mettez en place avant tout la gouvernance. Et pour ça, pour vous aider, vous avez le Center of Excellence. Si vous n'avez jamais mis les pieds dans le Power Platform Center of Excellence, c'est vraiment l'environnement proposé out of the box en toolkit par Microsoft et supporté par Microsoft aujourd'hui et un ensemble de MVP qui va vous permettre de lister dans chacun des environnements toutes les applications qui sont disponibles, qui est le maker, etc. etc. Donc d'avoir une vision complète de vos environnements et toutes les applications qui s'y déroulent, y compris jusqu'à la possibilité de ramener dans le Center of Excellence tous les logs qui vont venir de votre Power Platform, grâce à un flow qui va juste rapatrier les logs dans votre environnement et dans l'application Center of Excellence. Donc ça, c'est une application qui ne fait pas partie directement de l'ALM, mais je vous recommande de l'utiliser en complément pour pouvoir vous permettre d'amener de la gouvernance dans vos applications. Donc, hop, je reviens dans mes slides. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a deux liens. Celui que je vous recommande, c'est d'aller chercher sur le site de Dylan parce que c'est hyper bien documenté et il a documenté tout son travail, tout ce qu'il a fait justement en automatisation. Utilisez, forquez son automatisation, personnalisez-la, adaptez-la à vos processus. C'est vraiment une bonne base de départ. Est-ce que vous voulez aller jusqu'à la préparation du package d'origine que vous avez dans votre repository avec les références à la documentation, etc. Peut-être. Regardez ce qui est à l'intérieur. On parlait de naming convention. Pensez à mettre en place tout ce qui est convention de nommage dans vos packages. C'est très utile, particulièrement quand on automatise tout ça en PowerShell et que ça se déploie automatiquement dès que vous démarrez un nouveau projet. Ensuite, la documentation de base Power Platform ALM qui est disponible sur le site de Microsoft. Et ce que je voulais vous montrer, c'était Learn. Donc, si vous allez sur docs.microsoft.com, vous avez, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller sur Learn, cette plateforme, on la met à jour vraiment régulièrement et puis on amène des nouvelles formations là-dedans. C'est gratuit. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. À l'intérieur, vous allez trouver, par exemple, qu'est-ce que c'est que le PCF, pour être capable de comprendre un peu ce que c'est que le PCF. Et c'est plein de belles choses pour pouvoir, entre autres, continuer à apprendre, découvrir un peu plus, avoir même des step-by-step qui vont vous permettre de vous lancer dans l'aventure et de préparer vos certifications. PL100, PL900, PL100, PL200, PL400 sont les nouvelles certifications qui arrivent à partir du 1er janvier pour le PL200, PL400. Il y a des exams prep qui arrivent bientôt, disponibles en Europe. Regardez sur les sites de Microsoft. Je délivre le PL200 et PL400 pour Microsoft, également le PL100 d'ailleurs.
Donc, si jamais vous regardez des formations, elles sont à disposition, elles sont en anglais, mais c'est toujours très intéressant pour continuer à apprendre. Voilà en 1 heure ce qu'on pouvait dire sur l'ALM dans Power Platform et surtout les quelques éléments qui vous permettront peut-être d'allumer sur la stratégie que vous allez devoir imaginer et mettre en place, définir pour votre Power Platform. Est-ce que vous avez certaines questions auxquelles, que vous souhaiteriez poser? Session très intéressante, merci. Il y a une question, peut-on bloquer la création des environnements Teams? Mais ça fait un moment qu'elle a été posée, donc c'était dans le contexte. Ouais, c'est dans les environnements qui sont créés par Teams, là. Si vous voulez arrêter l'hémorragie, le seul moyen d'empêcher la création automatique d'un environnement Teams dès que Power Apps est ajouté dans un team, c'est d'empêcher l'application Power Apps d'exister dans les policies de Teams. Donc, vous allez dans les policies de Teams, donc les Application Policies, et dans Application Policies, au lieu d'utiliser la policy par défaut qui est proposée par Microsoft, créez votre propre policy. Ça, c'est toujours une bonne pratique pour Teams. Créez votre propre policy et choisissez d'extraire Power Apps ou toutes les applications Power Platform, ce qui fait que comme ça, vous vous assurez de ne pas avoir d'applications Power Apps ajoutées à vos Teams et donc d'environnements Teams qui vont commencer à venir se créer dans votre Power Platform.